Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience du tribunal du comté de Fulton, en Géorgie, était étrangement animée ce jour-là, bien plus que pour une affaire de droit pénal mineur. L'air était saturé d'une tension feutrée, comme si chacun pressentait, sans pouvoir encore l'expliquer, qu'un événement inhabituel allait se produire. Dans les bancs du fond, des journalistes locaux griffonnaient déjà des notes, tandis que des citoyens curieux, alertés par une rumeur persistante, s'étaient glissés parmi les rangées, murmurant à voix basse. Des employés du palais de justice, pourtant habitués au procès quotidien, jetaient des coups d'œil furtifs à la barre, attirés par l'atmosphère pesante. Rien n'indiquait en apparence que cette affaire avait quelque chose d'exceptionnel. Le nom du prévenu, Nathaniel Brooks, ne disait rien à personne. Un adolescent de 17 ans, accusé de vol à main armée. Un dossier parmi tant d'autres, pensaient certains. Une procédure ordinaire. Une ligne de plus dans un rapport. Mais rien, absolument rien, n'allait être ordinaire. Au centre de la salle, la juge Meredith Walker était déjà installée sur le banc surélevé, comme une statue de marbre. Elle dominait la pièce de toute sa stature morale et institutionnelle. Elle était une légende silencieuse dans les couloirs du tribunal, une femme qui n'avait jamais perdu le contrôle, jamais pleuré en public, jamais laissé transparaître autre chose que l'autorité de la loi. À 51 ans, elle avait bâti sa réputation sur une impartialité froide, presque mécanique. Ses cheveux bruns tirés en un chignon parfait, ses yeux gris perçants, sa voix ferme sans être dure, tout en elle rappelait la rigueur, l'ordre et la justice sans émotion. Personne ne connaissait vraiment Meredith Walker au-delà de la salle d'audience. Elle vivait seule, sans famille visible, ne participait à aucune réception mondaine, n'accordait pas d'interview. Même ses collègues jugeaient difficile de percer sa carapace. Elle était, selon beaucoup, la dernière des inaccessibles. Mais ce jour-là, un garçon allait ébranler l'inébranlable. Nathaniel Brooks entra dans la salle menottée, encadré par 2 agents. Il ne ressemblait pas aux jeunes hommes que l'on associe instinctivement à la criminalité. Plutôt frêle, le visage doux malgré une cicatrice ancienne près de la tempe, il arborait une tenue fournie par le centre de détention, trop large pour lui. Il ne semblait ni effrayé, ni révolté. Seulement, étrangement absorbé. Son regard s'attarda sur le banc des juges. Et quand il vit Meredith Walker, ses yeux s'agrandirent un bref instant, avant qu'un calme presque surnaturel ne vienne s'installer sur ses traits. Il la fixa. Longuement. Pas comme un accusé regarde un juge. Mais comme quelqu'un qui reconnaît un visage profondément ancré dans sa mémoire. Un visage oublié, mais pas effacé. Pas par défi, ni par provocation. Son regard parlait d'autre chose. De douleur, et de quelque chose de plus profond encore, une sorte de reconnaissance voilée, chargée d'interrogations muettes. Ce détail n'échappa pas à Maître Howard Green, son avocat commis d'office. Un homme expérimenté, fatigué par des années à défendre des adolescents abandonnés par le système. Mais quelque chose, dans la posture de Nathaniel, dans son silence, dans la fixité de son regard, l'interpella. Lorsqu'il prit la parole pour la défense, Howard Green adopta son ton habituel, posé mais appuyé. Votre honneur, je tiens à rappeler que mon client est un jeune homme sans antécédents judiciaires majeurs. Les faits sont graves, certes, mais le dossier, lorsqu'on l'examine de plus près, révèle une histoire bien plus complexe. Mon client n'a jamais connu de foyer stable. De ses 2 à 17 ans, il a été placé dans plus de 12 familles d'accueil différentes. Abandonné à la naissance, jamais adopté, rarement écouté. Il a souffert, Madame la juge, non seulement d'un manque d'encadrement, mais aussi d'un vide affectif profond. Maître Green s'éclaircit la gorge. Il savait que l'instant à venir risquait de basculer dans l'incontrôlable, mais quelque chose dans le regard de son client, quelque chose de douloureusement calme, lui fit comprendre qu'il ne devait pas intervenir. Alors il sortit lentement l'enveloppe. Le froissement du papier dans ses doigts résonna presque comme une déchirure dans le silence pesant de la salle d'audience. Votre honneur, dit-il d'une voix grave, voici un élément découvert récemment dans un sous-dossier d'aide sociale. Il n'a pas été versé officiellement à la procédure, mais il revêt une portée humaine que je vous demande de considérer.
L'huissier s'approcha, prit le contenu de l'enveloppe et le remit à la juge. Une photo. Froissée sur les bords, jaunie par le temps, mais encore lisible. Une femme très jeune, cheveux bouclés retombant sur les épaules, le teint pâle, visiblement épuisé, tenant dans ses bras un nouveau-né emmailloté dans une couverture bleue, étiqueté d'un bracelet de naissance. La lumière blanche de la chambre d'hôpital baignait la scène d'une tristesse étrange. Ce n'était pas une photo posée. Plutôt un instant volé. Et pourtant, le regard de la femme sur le bébé. Il n'y avait pas de doute, c'était un regard de mère. La juge Meredith Walker saisit la photo entre ses doigts gantés de contrôle. Elle resta immobile, le document suspendu dans l'air. Ses yeux gris balayèrent l'image, et quelque chose, fugitif mais profond, passa dans son regard. Une ride de tension apparut sur son front. Ses doigts se crispèrent, tremblèrent presque imperceptiblement, puis se figèrent à nouveau, dans un effort visible pour ne rien laisser transparaître. Mais le vernis venait de se craqueler. Dans le silence tendu, un frisson courut dans la salle. L'atmosphère était soudain devenue trop dense, trop humaine, trop vraie. Et c'est là que la voix de Nathaniel s'éleva. Elle n'était pas forte, mais elle transperça l'air comme un cri dans le vide. Madame la juge. Tout le monde se tourna vers lui. Il s'était levé légèrement, sans que personne ne le lui ait demandé. Même les gardes n'avaient pas réagi, comme s'ils comprenaient qu'il se passait quelque chose d'essentiel. Je sais que ce que je vais dire ne changera rien à votre verdict, ajouta-t-il avec calme. Mais je dois le dire. Pour moi. Meredith Walker le fixa. Pour la première fois depuis le début de l'audience, leurs regards se croisèrent vraiment. Elle le regarda, et ses pupilles se dilatèrent légèrement. Il y avait dans ces yeux-là une intensité qui n'appartenait pas à un criminel. Pas à un adolescent en détention. Mais à un enfant en quête de vérité. Elle hésita. Une seconde. 2. Puis elle hocha la tête. Mécaniquement. Sa voix était plus tendue que d'ordinaire. Vous avez 1 minute. Allez-y. Nathaniel prit une inspiration, rassembla ses souvenirs, ses douleurs, sa dignité, puis parla. Je n'ai jamais su qui j'étais. On m'a toujours dit que j'avais été trouvé, abandonné dans une couverture à l'entrée d'un hôpital de quartier. Aucun nom, aucun papier. Juste, cette photo. Elle était glissée contre moi, dans le tissu, comme un vestige d'un passé qu'on ne voulait pas que je retrouve. Des murmures traversèrent le public, mais personne ne l'interrompit. Les familles d'accueil se succédaient. Aucune ne voulait vraiment de moi. On disait que j'étais calme, trop silencieux. Que je fixais les adultes comme si je cherchais quelqu'un. Et c'était vrai. Il tourna légèrement la tête vers le juge. Ses yeux brillaient, mais il ne pleurait pas. Quand j'ai vu votre photo dans un article de presse, j'ai senti une chose étrange. Comme un choc, mais pas de peur. Quelque chose de viscéral. J'ai pris cette vieille photo qu'on m'avait rendue, et j'ai regardé. Encore et encore. Son souffle était court, mais sa voix restait posée. Je n'ai aucune preuve matérielle. Aucun test ADN. Aucune signature. Rien. Mais mon cœur le sait. Ma mémoire d'enfant, celle qu'on croit effacée, elle vous reconnaît. Il tendit légèrement la main vers la table du juge, comme pour briser le fossé entre eux, et conclut, d'une voix plus basse, presque un murmure. Cette photo, c'est vous. Ce bébé, c'était moi. Il marqua une dernière pause. Puis, d'un ton vibrant de certitude. Vous êtes ma mère. Le choc fut immédiat, brutal, profond. Comme une onde de choc silencieuse qui traversa toute la salle d'audience. Des murmures s'élevèrent aussitôt, semblables à un souffle collectif. Des murmures de surprise, d'incrédulité, parfois même d'effroi. On aurait dit que l'air lui-même s'était figé. Une femme âgée, assise au 2e rang, porta instinctivement la main à sa poitrine. Un homme en costume cravaté, manifestement avocat, murmura à son voisin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un journaliste local, qui prenait des notes avec application depuis le début de l'audience, fit tomber son stylo, qui roula au sol dans un tintement sec. Il ne tenta même pas de le ramasser. Son regard était rivé sur la scène,
bouche entr'ouverte. Le greffier, pourtant formé à maintenir son sang-froid dans toutes les circonstances, restait figé, la plume suspendue à mi-page. Il avait cessé d'écrire, incapable de capter la scène qu'il vivait. L'avocate du ministère public, une femme d'expérience, croisa les bras avec lenteur, le visage blême, comme si l'univers avait glissé sous ses pieds. Elle fixait la juge Meredith Walker comme si elle ne la reconnaissait plus. Son expression disait « Est-ce que ce que je viens d'entendre est réel ?» Mais parmi tous les témoins de la scène, la plus bouleversée, la plus brisée, même si elle luttait encore pour le cacher, c'était la juge Meredith Walker. Elle n'avait pas bronché à la déclaration de Nathaniel. Elle n'avait pas crié, pas pleuré, pas protesté. Mais ses mains, d'habitude si stables, si précises, tremblaient. Discrètement, mais irrémédiablement. Le masque de la rigueur qu'elle portait depuis plus de 30 ans venait de se fissurer. Elle rabaissa les yeux vers la photo posée devant elle. La reprit entre ses doigts. L'observa de nouveau, comme si cette image qu'elle avait refoulée pendant tant d'années venait maintenant se réimposer à elle, impitoyablement. Ce n'était plus une photo judiciaire. C'était un miroir du passé. C'était elle, il y a 17 ans. Elle ne pouvait plus le nier. Et ce bébé dans ses bras, c'était lui. Quand elle leva lentement les yeux vers Nathaniel, ce ne fut plus en tant que juge. Ce fut en tant que femme. En tant que mère. Et alors, elle rompit le protocole. Pour la première fois depuis qu'elle avait prêté serment, Meredith Walker se leva de son siège d'autorité. Chaque pas qu'elle fit en descendant les marches qui séparaient le banc du juge de la barre était lourd de souvenirs, de regrets, de remords. Le son de ses talons résonnait étrangement dans le silence quasi sacré qui régnait dans la salle. Elle s'arrêta devant le garçon. Son fils. Ses yeux, d'ordinaire durs comme l'acier, étaient maintenant remplis d'une humidité douloureuse. Sa voix, quand elle parla, était presque un souffle. Nathan. Ce prénom n'était mentionné nulle part dans le dossier. Personne ne lui avait dit. Et pourtant, elle l'avait prononcé. Spontanément. Avec émotion. Ce fut la confirmation. Un murmure plus fort parcourut la salle. Des têtes se tournèrent. Une femme se mit à pleurer doucement au fond. Nathaniel, lui, restait debout, droit. Ses yeux brillaient, mais il ne pleurait pas. Il n'en avait pas besoin. Ce mot, ce prénom prononcé par cette voix, suffisait. Il venait d'entendre la voix de sa mère pour la première fois. Maître Green, toujours à sa place, mit quelques secondes à se reprendre. Il s'avança d'un pas, les sourcils froncés, comme s'il avait besoin de confirmation pour croire ce qu'il venait de vivre. « Madame la juge, vous confirmez ?» Meredith Walker ferma les yeux. Son visage s'affaissa légèrement sous le poids de la vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. Lorsqu'elle parla, sa voix était brisée, tremblante. Sa diction, pourtant toujours impeccable, se fit hacher. J'avais 19 ans. Elle prit une respiration difficile. Étudiante en droit. Toute seule. Mon père était pasteur. Un homme rigide. Inflexible. Il m'a dit que si je gardais cet enfant, je serais morte pour lui. Je l'aimais, mais j'avais peur. Peur de perdre tout, peur d'être à la rue, peur de l'échec. Elle avala sa salive. J'ai accouché dans le secret. Pas dans un hôpital officiel. Une semaine plus tard, j'ai cédé. J'ai laissé les services sociaux s'en occuper. J'ai dit que c'était mieux pour lui. Sa voix devint un murmure. Et je n'ai jamais cherché. Jamais. Par lâcheté. Elle ne pouvait plus parler. Sa main se posa sur sa poitrine, comme si son cœur se serrait trop fort. Nathaniel s'avança d'un pas. Il ne la jugeait pas. Il ne l'accusait pas. Il cherchait simplement la vérité, cette vérité qui lui avait manqué toute sa vie. « J'ai toujours voulu te retrouver », murmura-t-il. Mais je ne pensais pas que ce serait comme ça, dans un tribunal. Elle leva lentement les yeux vers lui, le regard noyé de chagrin. Puis, sans un mot, elle porta la main à son cœur. Comme pour lui dire, « Je suis là. Je t'ai entendu. Je t'ai reconnu. Je te reconnais enfin. » À cet instant précis,
La salle entière retenait son souffle. Plus aucun mot. Plus aucun mouvement. Juste cette image, une juge debout face à son fils, déchiré entre le passé et le présent. Un agent de sécurité, alerté de la scène inhabituelle, fit un pas pour intervenir, mais fut aussitôt arrêté par un geste du juge en chef du tribunal, arrivé d'urgence dans la salle. Voyant la situation, comprenant la portée, il suspendit immédiatement l'audience. Sa voix s'éleva, claire mais solennelle. En vertu de l'article 21b du Code judiciaire, l'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et dans ce silence final, alors que la salle se vidait lentement, les caméras coupées, un fils et une mère se regardaient pour la première fois, sans robe, sans rôle, sans masque. Juste eux. Quelques mois plus tard, les médias, d'abord enragés par le scandale, avaient fini par s'apaiser. L'opinion publique elle-même avait changé de ton. Ce qui, au départ, avait été présenté comme une affaire choquante de partialité judiciaire devint progressivement, pour beaucoup, l'histoire poignante d'une mère et de son fils séparés par la peur, réunis par la vérité. Une enquête judiciaire indépendante fut diligentée dans les semaines qui suivirent. Meredith Walker, malgré ses années de loyaux services, fut suspendue temporairement de ses fonctions. La commission disciplinaire reconnut un conflit d'intérêts indiscutable, mais conclut également à l'absence de faute professionnelle grave. Car Meredith avait immédiatement suspendu elle-même l'audience, n'avait rendu aucun jugement, et s'était récusée dans les heures suivantes. Surtout, la commission nota que les circonstances étaient exceptionnelles et humaines, que même le droit ne pouvait traiter froidement sans trahir son essence. Cette période de mise à l'écart fut un temps de silence, de réflexion et de reconstruction pour Meredith Walker. Dans un petit appartement discret d'un quartier d'Atlanta, elle réapprit à vivre sans la robe de magistrat. Elle réapprit surtout à parler, à un garçon devenu jeune homme qu'elle avait porté une fois, puis perdu, puis retrouvé. Nathaniel, grâce à un programme de réinsertion sociale mis en place par plusieurs juges progressistes, fut libéré sous conditions strictes, mais avec un accompagnement personnalisé. Sa propre mère, bien qu'écartée temporairement de toute fonction juridique, s'impliqua discrètement dans le programme, offrant des conseils à ses collègues, plaidant en faveur d'une justice réparatrice. Il fut inscrit dans un centre pour jeunes talents, qui combinait éducation, mentorat, soutien psychologique et développement personnel. Là-bas, Nathaniel brilla. Non pas par orgueil ou vengeance, mais par gratitude envers la seconde chance qu'on lui offrait enfin. Les débuts furent maladroits. Entre Meredith et Nathaniel, les silences étaient longs. Ils mangeaient parfois sans un mot. Meredith, rongée par la culpabilité, hésitait à poser la main sur son bras. Nathaniel, lui, oscillait entre une envie viscérale d'affection et la peur d'être à nouveau abandonné. Mais, peu à peu, le lien, brisé à la naissance, se reconstruisit. Fragile, oui. Mais réel. Dans un regard, dans un mot maladroit, dans une main tendue au bon moment. Meredith lui raconta des morceaux de son adolescence, ses combats pour réussir dans un monde d'hommes, ses failles. Nathaniel parla de ses nuits d'errance, de ses lectures solitaires, de ce vide qui l'avait toujours accompagné. Ils ne guérirent pas d'un coup. Mais ils se reconnaissaient désormais. 8 mois plus tard, dans une salle sobre mais élégante du Capitole de l'État de Géorgie, une conférence nationale sur la réforme du système de justice des mineurs réunissait des magistrats, des juristes, des éducateurs, des psychologues et des représentants associatifs. Sur scène, Meredith Walker, réintégrée dans une nouvelle fonction de conseillère à la Cour suprême de l'État, prit la parole. Elle portait une robe bleu nuit, simple, sans ornement. Ses cheveux, désormais courts, encadraient un visage apaisé. Son ton avait changé. Plus humain, plus vulnérable. Son regard, pourtant toujours droit, portait désormais une brèche assumée. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle. Je suis ici aujourd'hui non pas en tant que juge, mais en tant que femme ayant vécu la puissance destructrice et réparatrice de nos décisions. » Elle parla de l'oubli des dossiers, de l'étiquetage hâtif, de l'enfermement sans accompagnement, de la froideur du système, parfois si loin de ceux qu'il est censé protéger. Elle cita des noms de jeunes condamnés, dont la réhabilitation n'avait jamais été envisagée. Elle parla avec précision, avec douleur, avec vérité. Puis, dans les dernières minutes de son discours, elle marqua une pause.
Son regard descendit vers le premier rang, où se tenait un jeune homme noir, costume simple, cravate bien nouée, les mains croisées sur ses genoux. Il avait le regard doux et fier. Elle reprit. Je n'ai pas toujours su faire le bon choix. J'ai commis des erreurs que la loi ne punit pas, mais que la vie, elle, n'oublie jamais. Et pourtant, j'ai appris que le pardon ne naît pas de la justice. Il naît du courage de deux âmes qui osent se rencontrer malgré tout. Une seconde de silence. Puis elle termina, les yeux brillants. La justice ne peut pas effacer les erreurs du passé. Mais elle peut offrir une seconde chance. À ceux qui l'attendent, et à ceux qui l'ignorent encore. La salle se leva d'un seul mouvement. Une standing ovation, rare pour une conférence juridique. Non pas pour le nom de la juge, mais pour l'histoire humaine derrière le titre. Dans la foule debout, Nathaniel souriait doucement. Et dans ce sourire, il y avait le pardon, la renaissance, et surtout, la promesse qu'ils écriraient la suite ensemble.